Il est exactement 19 h à Bamako, depuis la capitale malienne, d'où nous émettons. Merci infiniment de rester fidèle à Chérifla Télévision et bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 8 octobre 2017. Tout d'abord, nous commençons par cet événement majeur en début de semaine. Dans la dynamique de la loi d'orientation et de programmation militaire, le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, concrétise ses engagements à équiper de manière efficiente les forces armées maliennes. Après la dotation en véhicules 4x4 et blindés des forces de sécurité la semaine dernière, IBK a procédé mardi après-midi à une cérémonie officielle de réception d'aéronefs et d'hélicoptères à la base militaire 101 de Sénou. Voyons plus de détails avec ce commentaire signé Sadio Sidibé. La montée en puissance des forces de sécurité et de défense maliennes se réalise de jour en jour grâce à la détermination de celui qui endosse également les grands titres de chef suprême des armées, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. En compagnie de son premier ministre et de quelques membres du gouvernement en présence d'éminentes personnalités, IBK avec fierté procède à la réception officielle des vecteurs aériens, des combats et des transports de troupes pour renforcer les capacités opérationnelles des militaires maliens. Au terme de ce défilé aérien, je crois que chacun sait, je l'ai dit à satiété, combien j'étais préoccupé par le sort de l'armée malienne. Combien le dénuement de notre armée m'angoissait. Combien j'avais honte d'envoyer en mission des enfants de ce pays sans couverture aérienne. Combien il me pesait de faire le constat, incident après incident, de tels tronçons de ravitaillement sur lequel des pièges ont été tendus impunément. Parce qu'ils ont tué les jeunes maliens, les jeunes soldats maliens étaient assassinés sans aucune conséquence. Savoir aujourd'hui que désormais nous avons de quoi mettre nos soldats à l'abri, de quoi riposter, de quoi poursuivre dans la nuit jusque dans leur terrier, ceux-là qui faisaient un bon commerce de la vie du Malien. En plus de ces acquisitions composées d'hélicoptères de combat Mi-35 de fabrication russe, d'avions militaires de transport des troupes, d'autres appareils de combat sont attendus, a déclaré le président IBK. Inch'Allah, 2 appareils de combat sont attendus encore, 2 Mi-35, 4 Super Tucano d'origine brésilienne, avec tout l'équipement nécessaire, et Inch'Allah, cela également apporter un plus énorme. Je le dis, les forces de défense et de sécurité sont l'outil de décision d'un chef d'État, qui qu'il soit. Avec ces nouveaux équipements, l'armée malienne est de plus en plus outillée pour une intervention efficace sur le front à tout moment. Et voilà, nous restons avec le chef de l'État pour vous parler d'un autre événement majeur de la semaine. C'est la police malienne qui a été magnifiée, qui a été célébrée sous toutes ses formes. L'école de la police de Bamako qui a justement abrité mercredi la célébration de la 2e édition de la journée nationale de la police sous le thème « La police nationale avec la population main dans la main pour une cité sûre et paisible ». Une cérémonie présidée par le chef suprême des armées, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et c'est un reportage signé Tata Touré et Fousséni Keïta. Le mercredi 4 octobre 2017, cela fait exactement 57 ans que la police nationale du Mali est née. À cet effet, elle a fêté ses 57e anniversaire sous le thème « La police nationale avec la population, main dans la main pour une cité sûre et paisible ». Sous la présidence du chef de l'État, voilà donc 57 ans que notre police assure les missions qui lui ont été assignées avec dignité, bravoure et loyauté. Pourquoi le 4 octobre? En effet, c'est le 4 octobre 1960 que le dernier directeur de la sécurité du Soudan français, le commissaire du lieutenant Maurice Élysée, passa le témoin à l'officier de police malien Mahaman Touré, consacrant ainsi la naissance de la police nationale du Mali. La célébration de cette journée est un moment de communion
entre la police et la population. La première édition avait pour thème la recherche des repères pour le policier. Cette deuxième édition est placée sous le signe la police nationale et la population main dans la main pour une cité sûre et sécurisée. Ce thème participe de la volonté du gouvernement d'instituer une politique de police de proximité qui vise à répondre aux besoins de sécurité des citoyens dans son environnement immédiat. Les professionnels de la sécurité doivent tenir compte du sentiment de sécurité exprimé par le citoyen dans sa vie quotidienne. Cela passe nécessairement par des gestes simples qui mettent en confiance le citoyen, comme un bon accueil, une bonne écoute et une orientation de l'usager qui arrive au niveau des services de police. Au cours de cette journée, les portes des unités de police sont ouvertes sur l'ensemble du territoire national pour recevoir le public. Il s'agit là de donner l'occasion à la population de s'approcher de sa police pour connaître ses missions et les conditions dans lesquelles elle travaille au quotidien. Pour cette commémoration, plusieurs corps du Mali ont exprimé leur bonne foi pour donner un éclat particulier à cette deuxième édition. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui m'a pleinement satisfait, m'a prouvé que nos unités sont bien entraînées, sont de plus en plus bien équipées et savent également utiliser les instruments mis à leur disposition. Et l'entraînement physique des hommes est de qualité, c'est évident. La BAC rassure, anticriminalité, la BSI, Brigade spéciale d'intervention également, toutes ces unités-là qui ont pour vocation la lutte antiterroriste par les temps qui courent sont de belles factures et animées par des hommes et des femmes de qualité. Je dis hommes et femmes avec plaisir parce qu'il n'y a pas que les hommes cette fois-ci. On a vu des femmes assez braves auxquelles on aurait tort d'essayer de s'en prendre. Si quelqu'un s'amuse, alors chercher une noise dans la rue, en oubliant, en ne sachant pas qu'est-ce qui est caché sous la robe, mais, il en cuira. Donc on a vu aujourd'hui une armée des forces de sécurité, des forces de l'ordre, en pleine capacité de leur mission. Et ce que je voudrais dire également aussi, que tout Malien aura constaté, c'est qu'au long des mois pendant lesquels la rue malienne a été agitée, à souhait, alhamdoulilah, grâce à ces hommes et à ces femmes-là, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de décès. Des choses qui étaient cherchées, il y a des choses qui étaient voulues, qui n'ont pas eu lieu. Parce que ces forces de l'ordre sont des forces de l'ordre, de maintien d'ordre. Et seulement, il n'y a pas eu d'instrument létal, il n'y a pas eu d'usage qui en a été fait, et cela peut rassurer également aussi. Donc, au total, une belle journée, et la police nationale a droit à cette journée, à elle dédiée chaque année, le 4 octobre. Et Dieu merci, le pays a décidé dorénavant de ritualiser cela. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est la remise de diplômes d'honneur à certains policiers, puis un défilé militaire, ensuite la remise des kits scolaires, le tout couronné par des prestations d'arts martiaux. Après Bamako, nous mettons tout de suite le cap sur la troisième région du Mali, Sikasso, où a eu lieu le lancement national de la campagne médiatique de communication pour le changement social de comportement en faveur de la santé de reproduction maternelle, infantile et nutritionnelle au Mali. Une cérémonie de lancement placée sous la houlette du chef du gouvernement, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, en présence de plusieurs membres de son gouvernement. Nos envoyés spéciaux sont Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Cette campagne médiatique nationale de communication pour le changement social de comportement en faveur de la santé, de la reproduction maternelle, infantile et nutritionnelle au Mali est une initiative du gouvernement de la République du Mali en vue de renforcer l'autonomisation des femmes. Il s'agit d'une campagne nationale pour l'autonomisation des femmes pour l'atteinte du dividende démographique. Cette campagne s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet. Un projet sous-régional, un projet partagé par 6 États. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et bien entendu du Mali. Donc c'est un projet qui découle de l'initiative des chefs d'État de ces 6 pays-là. Il a été constaté que la démographie dans les régions du Sahel est galopante. Donc, il s'agira de prendre des dispositions pour que cette démographie soit au contraire un facteur de développement.
À travers cette campagne nationale, le Mali, à l'instar des 6 autres pays du Suède, va apporter le changement des normes sociales et de comportement en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Ces défis sont partagés par l'ensemble des pays de l'Afrique au sud du Sahara, où plus de 2 personnes sur 5 sont pauvres, où chaque femme en moyenne a 6 enfants, où les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans représentent plus du tiers de la population totale, où les adolescents sont en majorité retirés des écoles avant le second cycle, où elles contribuent pour plus de 30% à la fécondité générale et sont les plus touchées par la mortalité maternelle et le plus souvent par des séquelles des accouchements précoces comme les fistules obstétricales. L'objectif de cette campagne médiatique est de contribuer à booster la demande des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle au sein de la population en favorisant les changements sociaux et comportementaux. La région du Sahel est l'une des parties du monde où les défis démographiques sont assez importants. Et notre pays connaît depuis 50 ans une croissance démographique jugée assez rapide. Jugez-en, de 3,5 millions d'habitants en 1960, la population moyenne est passée à 18,3 millions en 2017, dont 53% de moins de 18 ans et 51% de femmes. Le potentiel du dividende démographique reste faiblement exploité en raison de facteurs connus. Parmi ces facteurs, je citerai la lente transition démographique. Rappelons que le projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique, communément appelé projet Suède, est une initiative de 6 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Et nous revenons dans la capitale pour vous parler de la 23e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, comme vous le savez déjà. Et c'est l'association Banyumanké de Djikoroni Para, en commune 4 du district de Bamako, qui a organisé une cérémonie de remise de dons aux orphelins et aux personnes handicapées dimanche dernier, c'est-à-dire dimanche 1er octobre 2017. C'était en présence du parrain national Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, également en présence de quelques personnalités religieuses, coutumières et politique du dit quartier, et le reportage est signé Tata Touré et Sédou Niareya. Accueilli par une forte acclamation dès son arrivée. Pour la circonstance, le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, était l'invité d'honneur de cette cérémonie de remise de dons composée de fauteuils roulants et de kits scolaires aux orphelins et aux personnes handicapées en sa qualité de parrain national de la 23e édition du mois de la solidarité et de l'exclusion. La valeur de ces dons est estimée à 3 millions de francs CFA financés par l'association Banyumanké. 6 personnes au total ont bénéficié de cette aide. Quant à la donatrice, cette action de bienfaisance est le fruit d'une association qui vise à aider les personnes démunies. Banyumanké même, c'est penser aux autres, faire du bien aux autres. C'est pour cela qu'on a fait ce don-là aujourd'hui, à peu près 3 millions. Vraiment, ce soir, tout ce que moi je peux dire, c'est la salutation. Je suis très ému, je suis très content. Parce que cette initiative est à saluer. C'est une initiative qui est très à saluer, donc on demande les uns les autres de faire comme la dame vient de le faire dans nos secteurs ou bien dans notre pays, dans le monde entier. Ce qui concerne l'arrivée du guide spirituel, notre Cheikh Cherif, on est très content et on souhaiterait longue vie à notre Cherif. Par rapport vraiment à cette cérémonie qui a été plus qu'émotionnelle, je ne ferai d'abord que personne. Interpeller ensuite les plus hautes autorités pour que nous sommes dans un pays où quand même la majeure partie vraiment sont des pauvres. Donc les actions, quelle que soit quand même la nature, la quantité, envers ces personnes démunies est une grande action. Donc j'exhorte les uns et les autres, tous les cadres aujourd'hui du Mali, tous les élus du Mali aujourd'hui,
tous les membres du gouvernement, je dirais, vraiment a toujours œuvré dans ce sens-là. Nous venons juste de commencer le mois de solidarité. Le mois d'octobre est dédié au Mali comme mois de la solidarité. Donc en ce début de mois, j'exhorte vraiment toutes les personnes de bonne volonté à faire comme cette association Bagne Manqué, à œuvrer plus vraiment pour quand même venir en aide à ces personnes démunies, à ces handicapés surtout. Vraiment, j'ai été très honoré aujourd'hui quand même de la présence du guide spirituel Chérif Ousmane Madan Aïdara, qui par excellence, en ces mois de solidarité, les parrains de ces mois de solidarité. Donc sa présence aujourd'hui à cette cérémonie m'a beaucoup honoré, m'a beaucoup plu. Prenant la parole, le guide spirituel des Ansar s'est dit tout d'abord honoré par l'accueil qui lui a été réservé et demande aux autorités de penser aux personnes handicapées. Le guide spirituel a notamment donné 25 000 francs CFA à tous les bénéficiaires. Il a ensuite formulé des bénédictions avant de quitter le lieu. Rappelons que cette association est créée en 2016. Sa présidente est une femme battante qui évolue dans le commerce entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Et nous restons dans le même registre pour vous parler encore de ce mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Une délégation du Récotrad venue spécialement des différentes régions du Mali, du Nord Mali, a rendu visite en début de semaine au guide spirituel des Ansar, parrain national de ce mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Ces communicateurs traditionnels nordistes sont venus rencontrer Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara dans sa résidence du Banconi pour saluer ses multiples efforts en faveur de la paix et de la cohésion. Ils ont également tenu à le féliciter pour sa désignation par le gouvernement malien comme parrain national du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. En plus de louer les qualités du guide, les membres du Récotrad lui ont remis un cadeau symbolique en guise de reconnaissance et je vous propose de les écouter. On est venu de féliciter Aïdara. De tout ce qu'il a fait dans le monde entier, ils ont vu. Donc aujourd'hui, nous, on est contre des régions de Tombouctou. C'est pour cela qu'on est venu, puisque ça c'est notre domaine. Tous les nobles comme ça, tous les shérifs, tous les présidents, tous les responsables du Mali, on cherche aujourd'hui la paix, Dieu de donner de la paix. Puisque si shérif, il a prié de sauver Mali pour la paix, ça c'est vrai. On est venu pour voir Aïdara, pour les féliciter. Parce que c'est un homme qui dirige le Mali. On est venu pour les féliciter, acte de confiance que le président de la République il a donné. Parce qu'il n'a pas donné ça pour rien. C'est ça qu'on est déplacé à Tombouctou pour venir le remercier. En tant que le contrat de région de Tombouctou. Uniquement pour les régions de Tombouctou que viennent le féliciter aujourd'hui. Parce que c'est un homme qui a des barcas, un homme dédié, un homme valable. Un homme valable, une Aïdara valable. On sait qu'encore à partir d'aujourd'hui, si on est dans son salon, il y aura beaucoup de bonheur, avec beaucoup de la paix au Mali. On est venu pour lui pour qu'il va les prier pour le Mali. Parce que si la paix est venue au Mali, personne n'a pas bénéficié sauf que les griots. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui, on est venu pour voir Aïdara. On n'a jamais vu Aïdara sauf les télé. Les télé seulement. Si tu as vu pour ton cœur même, il doit être de l'islamiste. Si tu as ramassé les télé de Aïdara, ton cœur même il doit venir pour l'islam. Ça, c'est le Dieu qui a donné. C'est le Dieu qui a donné. Aujourd'hui, au Mali, si un quelqu'un qui cherche le président, si tu n'as pas avec Aïdara, tu n'as pas élu président. Parce que c'est le Mali, c'est pour Aïdara. C'est le Dieu qui a donné. Non, ce n'est pas le parler de griot. Ça, c'est le Dieu qui a fait. Une chose qui a fait quelque chose, tu n'as pas refusé. C'est le Dieu qui a donné. Vraiment, tout le monde a parlé. On le souhaite, ce que mes collègues l'ont dit, ce sera clair, ce sera fait. Maintenant, je pose la question à M. Aïdara. Comment il doit répondre? On veut une réponse qu'il va faire la paix. Il va tout faire pour qu'il y ait de la paix au Mali. Parce que pourquoi le président même a donné les tâches? Parce qu'il a confiance à Aïdara, que Aïdara peut convaincre tout le monde pour faire la paix. Parce que sans la paix, tu ne peux pas dormir. Wallah, quel que ce soit des milliards que tu as, si tu n'as pas de la paix, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas vivre. Et sans la paix aussi, comment tu peux faire un développement? Comment tu peux faire? Tu ne peux rien faire sans la paix. Donc, M. Aïdara, on demande votre réponse pour la paix. On est prêt à ça. Ce que mon frère vient de dire, on est là pour ça.
On a commencé et on va continuer jusqu'au bout, Inch'Allah. Dans cette grande édition, en dehors de la capitale Bamako, nous vous parlons de désenclavement. Justement, dans le cadre du désenclavement, dans le premier cercle du Mali, entendez par là Baflabé, en l'occurrence la commune de Maïna, où le parti PRVM Fasoko a procédé au lancement des travaux de réparation de la route qui relie Ouassala à Maïna. Et le lancement des travaux a eu lieu le samedi 30 septembre dernier. Nos envoyés spéciaux sont Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sogodogo. Les populations des 24 villages de la commune de Mahina, notamment les jeunes, ont massivement répondu à l'appel du PRVM Fasoko, principal initiateur de cette œuvre pour le bonheur des habitants de la commune. Longue de 9 km, cette route dessert les villages de Ouassala et Mahina et demeure jusqu'à ce jour un casse-tête pour les usagers. L'initiative du PRVM Fasoko a été bien accueillie et saluée. Je remercie les initiateurs qui sont Fasoko, PRM, qui ont organisé cette rencontre. Et les villages environnants de Ouassala et les villages environnants. Vraiment, j'avoue qu'ils ont sorti très massivement pour le travaux, pour le bon déroulement des travaux. Donc vraiment le parti Fasoko est venu nous soutenir. Vraiment ils ont très bien fait. Combien de véhicules du matin à nos jours. Donc vraiment on les remercie parce que ce travail-là vraiment préoccupe tout le monde. Vous voyez le monde. Donc depuis qu'on a annoncé que vraiment, c'est-à-dire la route là sera, comment dirais-je, travaillée aujourd'hui, tous les jeunes, presque tous les coins sont venus. Vraiment, on remercie tout le monde donc, de leur présence. Donc, on remercie les partis Fasoko. Pour les responsables du PRVM Fasoko, réparer cette route est l'affaire de toute la commune. Ils ont lancé aux autorités un appel à cet effet. C'est en faveur du développement local. Le parti PRVM Fasoko, en complicité avec les jeunes du cercle de Baflabé, ont eu l'initiative de réparer la route de Ouassala-Maïna. On remercie vivement les autorités qui nous ont aidés à faire ces travaux, plus les jeunes qui ont eu l'audace de sortir massivement, qui ont fait ces travaux aussi. En grosso modo, j'invite le gouvernement de venir s'impliquer à notre travaux de la route Ouassala-Maïna. Cette route est dans un état dégradé. Donc le parti Fasoko, à travers la section de Baflabé, a initié les travaux. C'est pour faciliter l'accès de Ouassala à Maïna. Cet accès-là, effectivement, servira les femmes en état de grossesse, les malades, les engins à 2 roues, à 4 roues, et aussi, effectivement, les personnes et les biens. Je lance un appel solennel, comme vous-même vous l'avez vu. C'est juste un petit tronçon de 9 km. Mais de Baflabé à Bamako, ça fait une distance de 400. Mais de Kita à Baflabé, ça fait une distance de 200 km, mais non bitumée. Vraiment, nous demandons à l'État de nous aider afin que cette route puisse être bitumée. Puisque aujourd'hui, nous n'avons pas de train. Il n'y a pas de train dans la région de Caille. Le seul moyen de nous déplacer, c'est la route. Et si l'état de la route n'est pas bon, effectivement, les transporteurs ne viendront pas. Donc vraiment, nous lançons un appel à l'État de nous aider. Le chef de village de Ouassala, qui n'a pas caché sa satisfaction, a assuré le PRVM Fasoko de son soutien avant de formuler des vœux pour la bonne réussite d'un tel projet. Il est également question dans cette grande édition de la conférence, la traditionnelle conférence de presse animée par le porte-parole du gouvernement malien. Conférence qui a eu lieu cette semaine dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Koulouba. Ils étaient face à la presse nationale, les ministres de l'administration territoriale, celui de l'économie numérique et de la communication, le ministre des droits de l'homme ainsi que le patron de la diplomatie malienne. Enfin, le porte-parole du gouvernement qui a clôturé la séance en livrant le calendrier du Premier ministre. Nous voyons tout cela avec Amadou Kamara. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de la Défense et des anciens combattants est revenu sur l'acquisition des aéronefs pour l'armée. Avant-hier dans l'après-midi, mais avant d'arriver au balai, je souhaite surtout dire d'où l'on vient. Qu'est-ce qui a amené au balai? C'est qu'en 2015, le gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale une loi d'orientation et de programmation militaire
au titre de laquelle la prise en charge de la vision du président de la République sur l'armée du Mali est prise en charge. Cette vision-là, c'est une réforme en profondeur de l'armée en termes d'organisation. Cette loi, c'est une réforme en profondeur au titre de la formation. C'est une réforme en profondeur au titre des effectifs. Et c'est une réforme en profondeur au titre des infrastructures et aussi des équipements. Et quand on dit des équipements en termes militaires, ce sont non seulement les armements, les véhicules, mais aussi les aéronefs. Et les aéronefs, c'est quelque chose qui tient tout particulièrement à cœur au président de la République, parce qu'une armée ne peut vraiment être puissante que lorsque son armée de l'air est puissante. Et donc, les avions que vous avez vus, les aéronefs que vous avez vus avant-hier sont ceux qui ont été acquis dans le cadre de la LOPM. Il y en a qui sont des aéronefs de transport et il y en a qui sont des aéronefs de chasse. Alors, de transport signifie que ça transporte les hommes quand on veut déplacer les militaires d'un point à l'autre du territoire. Et les aéronefs de chasse sont ceux qui peuvent être armés pour lâcher des bombes, des roquettes sur l'ennemi. Donc il y a toutes sortes d'armements. Tous les armements que l'on peut avoir sur les véhicules ou dans les mains des soldats peuvent aussi être portés sur les avions et même plus. Et évidemment, tout ça là a été acquis, le président l'a dit, a été acquis sur ressources propres de l'État malien. C'est important que tout le monde le sache. Ça veut donc dire que nous prenons nos choses en main. Le ministre de l'administration territoriale a à son tour informé les hommes des médias sur la date et la tenue des élections communales et régionales et celles du district de Bamako. Ce matin, le Conseil des ministres a statué sur un projet de décret, plusieurs projets de décret pour convoquer le collège électoral à l'effet de l'élection des conseillers communaux dans 59 communes dans lesquelles les élections de 2016 avaient rencontré des difficultés. Également à l'effet d'élire les conseillers de cercle au suffrage universel pour la première fois depuis les changements qui sont intervenus sur cette question. De la même manière, il s'agit également de l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel pour la première fois et d'élire les conseillers du district de Bamako. La date qui a été retenue pour la tenue de ces élections est fixée au 17 décembre. Il s'agira d'élections couplées et sur l'ensemble du territoire. Quant au ministre de l'économie numérique et de la communication, son intervention a porté sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement concernant l'utilisation de l'Internet au Mali. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté 2 textes concernant le ministère de l'économie numérique et de la communication. Le premier texte, il s'agit d'un décret portant création, organisation et mise en place d'un comité de pilotage chargé de la mise en place du point d'échange Internet au Mali. Alors, qu'est-ce qu'un point d'échange Internet? En anglais, communément, ça s'appelle EXP. Il s'agit juste d'un nœud ou une infrastructure physique permettant aux opérateurs utilisant Internet ou les services Internet d'un même territoire d'interéchanger entre eux en utilisant des accords mutuels dits de peering en anglais, c'est-à-dire sans compensation financière. Je vous explique très simplement. Aujourd'hui en République du Mali, si un internaute d'un abonné local A veut envoyer un message à un internaute d'un abonné B, il aurait fallu que le message transite d'abord par l'étranger avant de revenir au Mali. De même, lorsqu'un internaute veut surfer sur un site web, je dois vous avouer que ces transactions passent d'abord par l'international avant de revenir au Mali. Donc aujourd'hui,
le gouvernement a décidé de soulager les opérateurs utilisant Internet ou les fournisseurs Internet, ainsi que les consommateurs, d'une part à ce que le trafic soit local et après évolution, le trafic sera sous-régional. Cela permettra d'une part de diminuer les coûts, d'autre part d'accélérer la connectivité du débit et enfin d'opérationnaliser et d'optimiser la bande passante à l'international. Le ministre des Droits de l'Homme, quant à lui, a donné des explications sur les raisons de sa visite à Mopti et à Genève qui font suite à la publication du rapport de l'ONG Human Rights Watch faisant des violations des droits de l'homme. Question verbale sur la mission que j'ai effectuée à la région de Mopti, dont je vous ai déjà rendu compte. On a fait une conférence de presse à mon département, je crois que c'était mardi dernier, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Après cette mission, je me suis rendu à Genève, auprès du Haut Commissariat des droits de l'homme, où j'ai rendu compte de les investigations, notamment à travers la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui m'avait accompagné dans ma mission, mais qui désormais est une commission indépendante, créée par une loi de, je pense, décembre 2016, pour la rendre conforme aux principes de Paris, à savoir une commission indépendante avec des ressources autonomes. Donc je vais demander à cette commission de poursuivre ces investigations sur la base du rapport qui nous a été enfin communiqué et pour aller encore une fois voir sur place. Je lui ai demandé si elle avait des photos des charniers allégués ou des fosses communes. Elle n'en a pas. Elle a dit simplement un certain nombre de villages où ces fosses existeraient, mais de fosses communes, ça ne veut pas dire imputable aux forces armées. Donc, il reste encore à prouver, même si fosses communes il y a, il reste à prouver que c'est le fait de nos forces armées contre lesquelles elle a relevé des exactions qui n'ont pas été documentées. Donc, nous sommes convenu que désormais, elle a pris l'engagement qu'elle va continuer ses missions d'investigation et qu'elle nous tiendra au courant de ses rapports avant publication. Ce qui est, pour moi, en tant qu'avocat, le respect élémentaire du principe du contradictoire. Donc nous sommes engagés au gouvernement et c'est ce qui justifie la création de ce département, que personne ne nous a imposé. Je crois que ça traduit une vision et une volonté politique du président de la République et du Premier ministre qui est un militant reconnu des droits de l'homme, de protéger et de promouvoir dans notre pays les droits de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est revenu sur les temps forts du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali. Production du rapport du secrétaire général des Nations Unies, il y a 48 heures. Donc aujourd'hui même, ce rapport a été officiellement présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et j'ai participé aux côtés du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Mohamed Saleh Anadif, dans les locaux de la MINUSMA, à une vidéoconférence avec les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Session au cours de laquelle j'ai délivré un message où les réponses du gouvernement qui sont consignées dans une déclaration officielle qui a été publiée à chacun de vous ici dans cette salle. Donc je n'irai pas trop dans le détail par rapport à cela. Nous regrettons seulement que le contenu de ce rapport ait fait essentiellement l'objet d'une polémique autour d'une seule phrase sur un rapport qui fait plus de 25 pages. Et en lisant vraiment attentivement le rapport, beaucoup d'éléments par rapport vraiment à la situation sur le terrain, par rapport aux efforts des uns et des autres reconnus, mais malheureusement, cette appréciation qui est faite à la fin du rapport indiquant qu'il n'y a eu presque aucun progrès dans le cadre de l'application de l'accord est quelque part une déclaration en tout cas qui nous a troublés. Troublés en ce sens qu'elle nous paraît relativement nouvelle. Hier, le président de la République a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui nous a donné des apaisements en indiquant que, en fait, le rapport, nous le savions, mais je crois que pour le grand public, c'est bon de comprendre que ce rapport évalue l'application de l'accord au cours des mois de juillet, août et septembre.
Pour finir, le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, donnera le calendrier du Premier ministre d'une série de visites à l'étranger. Activités suivantes. Il y aura des visites bilatérales et multilatérales. Il y aura la visite d'un champ solaire sur le site de la verrerie du Var. Il y aura également une plénière avec la présidente et les ambassadeurs des pays membres du comité d'aide au développement de l'OCDE, au cours de laquelle la stratégie spécifique de développement des régions du nord du Mali sera présentée, suivie d'une audience avec le secrétaire général de l'OCDE. Le Premier ministre aura également une rencontre avec le directeur général de l'Agence française de développement. Il est prévu également une rencontre avec le président de la Commission de l'Union européenne en présence des commissaires européens en charge des actions sur le climat, l'énergie et de la coopération internationale et du développement. Rappelons que ce énième numéro a été très riche et pour la première fois, plusieurs ministres du gouvernement ont pris part à cet exercice. Les élèves de la filière gouvernementale devraient en principe reprendre le chemin de l'école ce lundi 9 octobre 2017. À la veille de cette rentrée scolaire et académique, nous vous proposons de revoir comment les parents d'élèves, les enseignants ainsi que les libraires se préparent activement pour le démarrage effectif des cours sur l'ensemble du territoire malien. Revoyons cet élément signé Marietou Diallo. L'année scolaire 2017-2018 s'annonce bien. Les établissements scolaires, certains rénovés, sont faits prêts pour accueillir les élèves et leur garantir des études dans les conditions idoines. La rentrée se prépare dans un esprit de sérénité. Nous avons fait le conseil, nous avons tout aménagé pour que les enfants soient à l'aise pour étudier convenablement durant toute l'année scolaire. Nous avons fait les préparatifs, le conseil a été effectué, les professeurs ont fait les exigences, l'administration a pris tout en compte et je crois que le 9, Inch'Allah, si tout va bien, nous allons démarrer les cours convenablement et les élèves seront à l'aise ici. Je dis toujours aux élèves d'apprendre et l'apprentissage se fait dans la patience, dans la persévérance et dans la rigueur. Les préparatifs de la rentrée scolaire vont bon train. Du jardin d'enfants au cycle fondamental jusqu'au lycée chez nous. Le personnel enseignant est fin prêt, l'administration est fin prête. Et les élèves aussi sont informés, les parents d'élèves sont informés que nous devrons reprendre effectivement les cours à partir du 9, comme ça a été dit officiellement. Et les salles de classe sont déjà bien propres, bien prêtes pour les études. Les enseignants sont déjà informés, les emplois du temps sont déjà prêts. Inch'Allah, le 9, nous allons commencer effectivement les cours sans problème. Côté marché, les avis diffèrent par rapport au prix des fournitures scolaires. Nonobstant, les parents d'élèves, partenaires de l'éducation de leurs enfants, font tout pour couvrir les dépenses. Par rapport à l'année passée, vraiment, cette année c'est très lent. On ne sait pas, c'est dû à la pauvreté ou bien... Je ne sais pas quand même, par rapport à l'année dernière quand même, c'est très lent. On souhaite quand même avec l'approche de l'ouverture, les choses vont bouger. Les prix sont abordables. Je suis venu acheter les fournitures de mes enfants. Tout le monde peut avoir les cahiers sans difficulté. Le 9 octobre 2017, les élèves reprendront le chemin de l'école. Bonne année scolaire à tous et à toutes. Point final à la grande édition de ce dimanche 8 octobre 2017 en espérant que vous y avez prêté une attention particulière. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Batili pour la version en langue nationale à Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV. Bon début de semaine à toutes et à tous et à très bientôt.